équation, on est d'accord, équation de charge et d'attaque. Pour l'équation de charge, quand on prend l'équation de charge et puis l'équation d'attaque, ce sont des équations qui vont nous permettre de déterminer les courants en fonction des tensions. Pour cela, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équation d'attaque nous permet d'exprimer le courant IB en fonction de la tension VBE et l'équation de charge nous permet d'exprimer le courant IC en fonction de la tension VCE. Ce que nous avons déjà démontré dans les équations caractéristiques et ce qui va suivre avec l'illustration et l'exercice suivant. Là, alors prenons un exemple simplement pour illustrer ce que nous avons dit et rentrons en profondeur des transistors pour comprendre basiquement possible. Nous avons un exemple qui est là, et l'exemple qu'on nous a donné l'étude en statique, on dit soit le montage, voici le schéma. On nous a donné l'étude en statique, et l'étude en statique, on nous dit ici, donne le nom du transistor, et ici le type de polarisation. La seule question est de faire le schéma équivalent en statique, et puis de déterminer les équations d'attaque et de charge, ici, de donner le nom et le rôle des condensateurs C1 et C2. C'est aussi simple. Tout ce que nous avons dit jusque-là, il faut savoir que l'étude en statique, tout simplement, quand on dit quelque chose en statique, on devait comprendre que cette chose-là ne varie pas, cette chose-là reste constante. Donc, du coup, l'étude en statique de tout, je dis bien de tous les transistors, que ce soit des transistors d'accord, que nous avons vus avec des types de polarisation, l'étude en statique ne change pas. Bonne nouvelle, c'est-à-dire si tu apprends ça, alors ça ne change pas, peu importe en face de n'importe quelle polarisation du transistor, alors tu pourras t'en sortir basiquement. Alors, prenons ce cas-là maintenant. On nous dit de donner le nom, on est d'accord, du transistor et le type de polarisation. En donnant le nom du transistor, nous sommes bien sûr en face d'un transistor bipolaire, on est d'accord, de type NPN, parce que nous voyons la flèche de l'émetteur qui sort. La flèche de l'émetteur qui sort, donc ça nous dit que c'est un transistor de type NPN, simplement. Donc c'est un transistor bipolaire parce qu'on va parler d'émetteur, parce que l'émetteur, le collecteur et la base. Donc c'est un transistor bipolaire. Dans les transistors unipolaires, on a différents champs, on va parler de grain, on va parler de drain, on va parler de la source. Donc ici, dessus, nous sommes dans le cas des transistors bipolaires. De type, il faut préciser qu'il y en a deux types. De type, bien sûr, NPN. Alors, pour la résolution, dans un premier temps, nous avons ici pour la résolution, on nous dit de donner le nom du transistor. Donc, le nom du transistor, on dit quoi ici? En 1. Ici, c'est un transistor. C'est un transistor bipolaire de type NPN. D'accord, c'est un transistor bipolaire de type NPN. Cette question-là, elle a deux volets. On nous demande maintenant c'est quel type de transistor, de donner le nom et le type du transistor. Et par la suite, on nous dit le type de polarisation également. Vous voyez, on nous donne une question à deux volets. Donc, c'est un transistor bipolaire de type NPN. Maintenant, le type de polarisation, on est d'accord, c'est une polarisation par fond diviseur. C'est une polarisation par fond diviseur, comme on l'a vu tout à l'heure dans la notion, nous avons vu les types de polarisation. Par la suite, on nous demande de faire le schéma en statique, on a fait le schéma équivalent en statique. Donc ici, en petit 2, on est d'abord schéma Alors, je l'ai dit, les condensateurs vont se comporter comme des circuits ouverts et ce qui va nous donner ça, le schéma. Et tout cela, on est d'accord, tout cela, tout ce qui reste là donne le schéma tout simplement statique ou bien tout simplement ici le schéma équivalent en statique. Donc, du coup, pour la représentation, nous aurons et ça, c'est le schéma statique simplement. Ouais, le schéma statique, tout ce qui est comme condensateur, c'est comporté comme circuit ouvert et tout ce qui nous reste donne le schéma statique. Le schéma statique aussi ne change presque pas, ne change pas. Bonne nouvelle. Alors, ici, par la suite, qu'est-ce que nous aurons? On nous a dit ici de donner le schéma en statique
Et en troisième question, maintenant on a fini de donner les schémas statiques. En troisième question, on nous dit de déterminer tout simplement l'équation d'attaque et l'équation de charge. Mais pour cela, il faut simplifier ce schéma tout simplement. Donc ici, par simplification, on dira que ce schéma-là équivaut à ici, en cherchant déjà même par point diviseur de tension, puis qu'on a dit c'est par point diviseur de tension, donc par point diviseur de tension, nous allons simplifier ces deux éléments, ces deux résistances-là, en utilisant ici par point diviseur de tension, ici la tension du terminaire, qui va nous donner quoi ici la tension, on est d'accord, traversant cette dipôle-là multipliée par l'élément qui a la masse de notre dipôle, l'élément qui est à la masse, et qui est à la masse, c'est R2, donc ici, ETH qui est R, et TH qui est tout simplement la tension de terminaire, ça fait la tension VCC, vous voyez, multiplié par la résistance qui a la masse sur la somme des deux résistances. Donc, fois R2 sur R1 plus R2. Et maintenant, la résistance de terminaire, lui va faire tout simplement la résistance de terminaire, puisque les deux résistances sont en parallèle, ça fait le produit des deux résistances au numérateur sur la somme des deux résistances au dénominateur. Donc, nous aurons ici R1 fois R2 sur R1 plus R2. Et le schéma. Après avoir trouvé ETH, alors tout simplement RTH et puis RTH, le schéma qu'on va simplifier, nous allons remplacer par les deux résistances par d'abord la résistance de terminaire RTH et puis la source de tension par la source de point de tension, bien la source de tension de terminaire. Et le schéma simplifié devient ainsi. Et là maintenant, on peut maintenant utiliser, ou du moins faire ressortir l'équation d'attaque. En utilisant ce schéma-là, nous allons choisir un sens arbitraire parce que nous allons faire ce qu'on appelle la loi des mailles. La loi des mailles dit quoi? Que la somme de toutes les tensions, d'accord, dans un sens bien défini est nulle. La somme de toutes les tensions qu'on rencontre dans un sens bien défini est nulle. S'il y a le sens opposé, alors ça va prendre le signe négatif. Ok? Donc ici, on va exprimer tout simplement pour l'équation d'attaque, nous allons exprimer le courant IB en fonction de la tension VPE. Et pour cela, on aura ici notre maille dans ce sens-là. Et en choisissant ce sens arbitraire-là, nous aurons ETH, la tension de terminaire, moins la résistance, puisque la tension bonne de la résistance va s'opposer au courant. Donc du coup, on aura RE, le courant fois le courant IB, qu'on a ici. Après, nous aurons quoi ici? La tension VB, donc moins VBE. Et en passant là, maintenant, nous aurons maintenant moins la résistance RE fois le courant IE. Et poser que ces cas-là, c'est pour la maille qui compose la somme de toutes ces tensions-là qui est égale à 0. Donc, après avoir fait la loi des mailles, puis nous avons trouvé ça. Nous voyons que ici, il y a les IE. Or, le IE, on nous dit que lorsque nous sommes en équation d'attaque, on peut le remplacer par IB, facteur de 1 plus bêta, lorsque nous sommes en équation d'attaque. Mais en équation de charge, les IE, on va le remplacer par IC, facteur de 1 plus 1 sur bêta. Donc, ici, simplement, vu qu'on va remplacer le IE par sa valeur, ça devient, on va écrire tout cela, mais seulement remplacer le IE, ça devient ETH moins RTH fois le courant IB moins la tension VBE moins la résistance RE. Attention, n'est pas écrit IE, mais écrit sa valeur fois le courant IB facteur de 1 plus bêta et poser que c'est égal à 0 parce que c'est la maille. Et là maintenant, nous, on va tirer tout simplement le courant IE, le courant IB, attention, en fonction de la tension VBE. Donc ici, on va utiliser la loi d'Ohm qui nous dit la tension est égale au courant, on est d'accord, fois la résistance U est égale à L fois tout simplement I, la résistance fois le courant. Et nous, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons bien sûr le courant. Donc, le courant, en tirant le courant dans cette expression, on aura la tension sur la résistance. Pareil pour la résistance aussi, si on cherche la résistance, ça va faire la tension sur le courant. Donc, c'est ce qui nous intéresse, le courant, ça fait la tension sur la résistance. Et finalement, notre courant IB va donner ETH moins VBE sur R et H plus ici RE facteur de 1 plus bêta. Et voici l'expression finale trouvée facilement pour l'équation d'attaque. Tout est simple. Pour l'équation de charge, c'est aussi simple. Nous avons exprimé le courant ici en fonction de la tension VCE. Pour cela, j'ai réduit le schéma équivalent que nous avons simplifié ensemble. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons utiliser la maille de sortie. Vu que pour l'équation d'attaque, nous avons utilisé la maille d'entrée qui était ici. Maintenant, pour l'équation de charge, nous allons utiliser la maille de sortie. En utilisant la maille de sortie, nous aurons ici la tension VCC moins la résistance RC fois le courant ici, moins ici la tension VCE, moins la tension VCE en tension, moins ici
la résistance RE fois le courant IE. Et poser que tout ça égale à 0. Et quand on pose que tout ça égale à 0, il faut rappeler, lorsque nous sommes en équation de charge, le IE devient tout simplement, le IE va être égal à IC facteur de 1 plus 1 sur bêta. Et là, on va remplacer les IE par sa valeur, ça donne VCC moins. Ici, c'est de réécrire tout simplement l'expression et puis changer seulement les IE, donc VCE moins RE. Au lieu des IE, attention, il faut écrire maintenant IC facteur de 1 plus 1 sur bêta. Et poser que c'est égal à 0. Attention, c'est une paille. Donc ici, nous allons utiliser encore la loi d'Ohm en fonction ici, puisque je vais estimer le courant en fonction de la tension. Donc finalement, on aura ici qui va être égal à la tension VCC moins la tension VCE sur la résistance RC plus ici la résistance RE facteur de 1 plus 1 sur bêta. Voilà l'expression, tout simplement, l'équation du champ. Et pour la dernière question, qui est la question numéro 4, on nous demande ici, donne le nom et le rôle des condensateurs C1 et C2 sans faire attention, comme j'ai déjà donné la réponse à moitié. Vous dites quoi? Que ici, C1, déjà, C1 et C2 sont tout simplement des condensateurs. Ce sont des condensateurs, on est d'accord? Mais ces condensateurs-là ont deux rôles dans les montages des transistors. Il faut savoir que ces condensateurs soit jouent le rôle de liaison qui lie des tensions, on est d'accord, au dépôt ou au montage, ou bien sont des condensateurs de dissociement ou bien de séparation pour séparer de ce. Donc du coup, on dira que C1 et C2 sont des condensateurs. Mais regardons ici, nous voyons la tension VS qui traverse C2. Donc on dira que C2 est un condensateur de liaison. Et nous voyons aussi ici la tension EG qui traverse C1. Ce aussi c'est un condensateur de liaison. Donc on dira que sont, on est d'accord, des condensateurs de tout simplement liaison. Ce sont des condensateurs de liaison. On va simplement, ce sont des condensateurs de liaison C1 et C2. Pourquoi? Par justification, on dira que quoi ici? Les deux condensateurs lient tout simplement la tension VS et tout simplement la tension EG au montage. Tout simplement. Voilà de façon basique la première partie de notre cours qui porte sur l'étude statique des tout simplement transistors. Et nous avons pris un montage basique qui est le montage à polarisation du conducteur.